Chers pandémistes, bonsoir. C'est avec une immense joie que je vous retrouve accompagné ce soir encore de notre célèbre Pug pour notre rendez-vous désormais régulier, 50 nuances d'antisémitisme. Pug, bonsoir. Bonsoir Galit. Comment vas-tu ? Ça va bien, actualité chargée on va dire. Oui, ils nous ont fait plaisir ce mois-ci. Est-ce que tu es prêt pour ce troisième volet de notre émission ? Ah, est-ce qu'on peut être prêt à toutes les nuances de l'antisémitisme ? Allez, on va voir ce soir encore si on trouve des nuances à cet antisémitisme. Alors, on va parler bien sûr de l'actualité antisémite de ces dernières semaines. On a guetté, on a épié, on a déniché. Et on va essayer de décortiquer tout ça, toujours à travers ta vision, Pug de Goy, qui défend Israël. Alors, j'enchaîne, sujet numéro 1, premier sujet de la soirée. Jérémy Corbyn suspendu puis réintégré au Parti travailliste anglais. Alors on pourrait se demander ce que vient faire cette info dans notre actu antisémite du mois. Donc je contextualise comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, on contextualise et puis Pug enchaîne sur sa vision. Alors voilà, Jérémy Corbyn, homme politique britannique, tenant de l'aile gauche du Parti travailliste, a été suspendu il y a quelques semaines suite à la publication d'un rapport qui épinglait sa gestion de l'antisémitisme dans les rangs de son parti. Alors, une enquête dans les rangs de son parti, donc voilà, une enquête qui était accablante et qui dénonce des défaillances inexcusables et un manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme plutôt qu'une inaptitude à le faire. Dans ce rapport est visée donc la période où Jérémy Corbyn était aux manettes du Parti travailliste entre 2015 et 2020. Keir Starmer, nouveau chef du parti, en poste depuis le mois d'avril dernier, a réagi en déclarant que c'était un jour de honte pour son parti. Jérémy Corbyn a quant à lui publié sa réponse sur Facebook, mentionnant qu'il n'acceptait pas toutes les conclusions de ce rapport. Il a reconnu qu'il y avait des antisémites au sein de son parti, mais qu'il avait tenté, avec son équipe, de les combattre. Cette réponse n'a pas plu à la nouvelle direction, qui a ouvert une enquête contre son ancien chef, en plus de l'avoir immédiatement suspendu. Alors Pug, dis-nous, Jérémy Corbyn, est-ce que c'est un véritable antisémite ? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur pour s'attirer les foudres de ce rapport ? Je crois qu'avec Jérémy Corbyn, on tape véritablement dans le cœur du sujet de notre émission, c'est-à-dire 50 nuances d'antisémitisme. Dire en une seule phrase Jérémy Corbyn est antisémite, ce serait sans doute un peu vrai et sans doute très faux, parce qu'il y a toutes les nuances qu'on peut analyser sur comment est-ce que l'antisémitisme va s'exprimer, comment est-ce qu'il va prendre une importance en fait dans la vie d'une personne jusqu'à ce qu'on puisse arriver à quasiment l'essentialiser, c'est un nouveau mot que j'ai appris récemment. Son essence même est antisémite. Est-ce que Corbyn est antisémite à la manière d'un Alain Soral, d'un Édouard Drummond ou de gens comme ça? Je ne saurais le dire. À mon avis, il faut surtout regarder ce que ce monsieur a fait. Et je crois qu'on a quelques éléments qui permettent d'illustrer en fait la carrière antisémite, pour l'instant je l'ai mis entre guillemets, de ce monsieur. Alors il a eu effectivement, lui, il a l'avantage d'avoir, si tu veux, tout un panel d'actes antisémites qui vont depuis les participations à Tunis. Alors par exemple, il a participé à Tunis en 2014 à une cérémonie honorant les terroristes palestiniens de Septembre Noir, les fameux. Donc ça, c'est un des actes, une des actions qu'il a menées dans sa carrière d'antisémite. Je pense qu'il faut préciser, si tu me permets, Septembre Noir, c'est véritablement quand on parle de Septembre Noir, la période, c'est cette période noire, effectivement, où l'armée jordanienne et l'armée israélienne, en 70, s'allient de facto pour en fait écraser les Palestiniens et les font fuir au Liban et ainsi de suite. À l'issue de ça, on a un groupe qui s'appelle Septembre Noir et qui lui fait les attentats de Munich contre les 11 athlètes israéliens qui finissent malheureusement assassinés.
Et c'est ça que Jérémy Corbyn vient célébrer. C'est les attentats de Munich. Oui, parce qu'on pourrait dire, il apporte son soutien aux Palestiniens. Absolument, on pourrait dire... On pourrait le taxer d'antisioniste. Oui, absolument. On pourrait dire, mais non, c'était juste des Palestiniens indépendantistes qui se sont fait écraser par la coalition jordanienne-israélienne. Je précise, jordanienne à chaque fois, parce que c'est les Jordaniens qui étaient le plus embêtés par... Enfin, c'est les Jordaniens et c'est le roi de Jordanie qui était le plus en danger de l'influence palestinienne dans les années 60 et 70. Donc les Israéliens lui ont un petit peu rendu service, mais le commanditaire du massacre, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, des Palestiniens en septembre 70, c'est bien la Jordanie. Ce que tout le monde a tendance à oublier. Donc bon, écoute, ils ont leur Edoui Plenel à eux aussi, les Anglais, que veux-tu, leur soutien. Mélenchon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce Jérémy Corbyn, pour être taxé d'antisémite? C'est quand même quelqu'un qui, là aussi, ça ne s'invente pas à qualifier le Hamas et le Hezbollah d'entités amies. Oui. Amis de lui, en fait, ses amis à lui. C'est quand même assez frappant, et il l'a fait, si je ne m'abuse, à une époque où le Hamas n'avait pas encore modifié sa charte, et où il était encore question que, selon le hadith du prophète, que lorsque, à la fin des temps, lorsqu'un juif se cachera derrière un arbre, il faudra venir le tuer, et même l'arbre dénoncera le juif. Vous avez ça dans la charte du Hamas, et Jérémy Corbyn appelle ça ses amis. Oui, il appelle le Hamas, il les considère comme ses amis, oui, effectivement. Mais là encore, on pourrait dire que c'est parce qu'il est pro-palestinien et antisioniste, mais pas antisémite. Là où il y a quelque chose qui nous a frappé et où ça nous amène encore, ça veut dire que peut-être il a un antisémitisme bien ancré, c'est qu'il a défendu, si je ne me trompe pas, une caricature reprenant les poncifs de la haine. Alors bon, il est à la gauche de la gauche, donc si tu veux, bon, on pourrait dire qu'il défend là aussi le prolétariat, parce qu'il est vraiment cette caricature illustrait la haine du prolétariat pour les juifs et l'argent, donc ce vieux poncif antisémite, où bien sûr dans la caricature le juif est représenté avec tous les éléments, le nez crochu, voilà. Donc un dollar gravé sur le front et oui. En fait il mange les enfants chrétiens puis palestiniens pour assouvir ses besoins sacrificiels et ainsi de suite. On connaît la musique. Déjà sur le Hamas, tu disais on peut penser qu'il est antisioniste. Ouais, sauf qu'à aucun moment dans la charte du Hamas il est véritablement fait mention des Israéliens, il fait mention des Juifs. Ah oui, ça je savais pas. Ah, c'est bien, à chaque fois j'apprends des choses avec toi, c'est magnifique. Ah non, je savais pas, je pensais que c'était vraiment... Quand il cite ce hadith du prophète, donc si je ne m'abuse, c'est un hadith qui vient des deux grands hadiths, des deux grands recueils de hadiths qui sont Bukhari et Muslim, oui. Et ce sont des recueils qui sont écrits au Moyen-Âge, enfin un autre Moyen-Âge. Les Israéliens n'existent pas. Avant qu'Israélien n'existe. Donc en fait, lorsque dans cette charte, il est fait mention, je crois qu'il est fait mention de l'entité sioniste, mais l'ennemi déclaré, c'est le juif. Et c'est tout à fait cohérent, hélas, avec une certaine vision de l'islam et une histoire de l'islam, et une histoire qu'on n'a pas inventée, parce que historiquement parlant, on n'a pas beaucoup d'éléments en dehors de l'histoire officielle islamique, on n'a pas beaucoup d'éléments sur la vie de Mahomet. On sait qu'il a existé un prophète des Arabes, parce qu'il y a une correspondance entre des rois éthiopiens et érythréens, je crois, qui parlent du prophète des Arabes. Mais du point de vue de l'histoire première, enfin de l'historiographie, on n'a pas grand-chose sur Mahomet. Donc en fait, ce que l'on sait de lui nous est fourni par les auteurs musulmans. Donc quand les auteurs musulmans nous disent Mahomet avait un problème avec les Juifs, bon, ben... Il avait un problème avec les Juifs. Donc forcément, lorsque le Hamas parle
de ses ennemis comme étant les Juifs, ceux qu'il faudra à la fin des temps exterminer jusqu'au dernier planqué derrière un arbre, on n'est plus dans juste l'antisionisme, on est véritablement dans l'extermination des Juifs. Et que Jérémie dise que ce sont ses amis, c'est pas totalement surprenant avec un autre élément dont tu m'as parlé, cette participation à un groupe une réunion négationniste. C'est ça. Il a participé, il a reconnu avoir participé à des réunions ou à une réunion d'un groupe négationniste britannique, oui. Donc, alors, il couvre comme ça toutes les périodes de l'antisémitisme. Le truc, c'est que je ne vais pas lui jeter la pierre parce que, tout à fait incognito, moi, je serais capable de me rendre dans une réunion négationniste pour écouter les bêtises que ces gens vont dire et pour meubler, en fait, pour prendre un peu des infos sur la façon dont ils réfléchissent et pouvoir, en fait, les prendre de flanc, quelque part. Alors, donc, en fait, il nous avait juste dit « je suis allé à une réunion négationniste pour les défoncer », ok, très bien, respect. Là, alors peut-être qu'il aurait dû être déguisé en brigade du Tigre. C'est ça. Pour faire allusion à ta tenue de ce soir, que j'aime beaucoup. Alors, malgré tout ça, Pug, il y a quelques jours, Jérémie Corbyn, alors, il avait été exclu du parti fin octobre, 29 ou 30 octobre, et il y a quelques jours, moins d'une semaine, il annonçait sur Twitter avoir réintégré le parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'avoir exclu comme ça avec pertes et fracas pour le réintégrer 15 jours plus tard? Il semblerait qu'il ait fait un appel, ou en tout cas une forme de procédure auprès des instances du parti. Et visiblement, le Parti travailliste a une forme de séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le dirigeant qui décide de tout et envers tout. Il y a des commissions de discipline. Et visiblement, et c'est normal en fait, Keir Starmer n'a pas encore le contrôle sur toutes les personnes qui sont dans ces commissions-là. Et cette commission, je ne me souviens plus exactement de ce qui la détermine, mais cette commission interne au parti, donc, a fait que Jérémie Corbyn était réintégré. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui en dit long quand même sur la lame de fond au sein du Parti travailliste. C'est ça, parce que finalement, on peut penser, parce que le Parti travailliste représente la gauche britannique, donc on peut penser effectivement que c'est pas le seul Jérémie Corbyn ne serait pas le seul ayant des accès d'antisémitisme dans le parti. Surtout que ce n'est pas à lui qu'on reproche directement des propos antisémites ou des actions. On lui reproche d'avoir manqué de volonté face à du harcèlement, qui y a quand même, je crois, quelque chose comme entre 7 et 9 députés du Labour qui ont quitté le parti, des députés juifs. Pour dénoncer la montée de l'antisémitisme au sein du parti. Oui, avec la députée Berger, si je me souviens, Luciana Berger. Je ne saurais pas te dire les noms, malheureusement. Il a fait un qui était somptueux, en fait, et très poignant, parce qu'elle disait, dans un parti comme le Labour, qui est censé justement être progressiste, humaniste et tout ce qu'on veut, être contraint de quitter le parti pour protester contre l'absence d'action face à l'antisémitisme, c'est terrible. Ouais. C'est ça qu'il reproche à Jérémie Corbyn. Et le fait que lui se défende comme il le fait tend à montrer qu'il n'a pas du tout conscience de face. Alors donc il n'a peut-être pas tellement conscience du problème d'antisémitisme dans son parti, ce qui est quand même assez franc, puisque ça a été dénoncé. Et quand on lui dit « tu as mal géré », responsable mais pas coupable. Oui. Mais n'ayant pas conscience de son propre antisémitisme, il a peut-être du mal à le voir chez les autres, c'est peut-être une explication. Alors, est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour, enfin, en tout cas cette gauche européenne, parce que là on parle de la gauche britannique, mais voilà, la gauche aujourd'hui en France, pas le Parti socialiste, mais la France insoumise par exemple, parce qu'aujourd'hui le Parti socialiste n'existe quasiment plus. Est-ce qu'il y a un espoir que cette gauche européenne reprenne ses esprits et cesse de sombrer dans un antisémitisme qui devient
presque structurel, j'ai envie de dire. Essentiel, comme tu disais tout à Oui, l'heure. ouais. Je dirais que en fait tout est question de racines. Euh, L'antisémitisme chrétien, moi, je le prends à bras le corps quand je suis face à ça, en montrant qu'il ne peut pas être basé sur le texte biblique. Et que, en fait, moi je vais loin, je vais jusqu'à dire que l'antisémitisme chrétien est une hérésie chrétienne. Je traduis une fausse doctrine chrétienne. Et quand je dis fausse doctrine, je vais même encore plus loin. Une fausse doctrine, telle que moi j'ai appris cette définition, c'est une doctrine qui va complètement à l'encontre, qui dénature en fait la vérité. Donc moi quand je dis que l'antisémitisme est une hérésie chrétienne, je dis il faut que vous fassiez quelque chose qui est anti-chrétien pour être antisémite. Euh, pour, euh, pour désolidariser la gauche de l'antisémitisme, il va falloir que la gauche fasse une introspection assez profonde qui va lui faire très peur. Il va falloir qu'elle aille lire les textes de Karl Marx, qui sont parfois beaucoup plus violemment antisémites que ceux de Adolf Hitler. Il y a des poncifs sur les juifs et l'argent chez Karl Marx qui sont ahurissants. Ouais. Et donc, tant qu'il y aura cet ancrage marxiste, et véritablement marxiste, c'est-à-dire les thèses de Karl Marx, la lutte du prolétariat et ainsi de suite, enfin, tant qu'il y aura cet ancrage dans la gauche actuelle, je ne crois pas qu'ils pourront se tirer de ça. C'est de la même façon, et là le sujet est très délicat, mais de la même façon que pour gérer l'antisémitisme musulman, il faut revoir les textes de l'islam, il faut prendre du recul par rapport à ce que Mahomet a fait aux juifs d'Arabie à son époque, et ainsi de suite. Il faut trouver un moyen de redéfinir la gauche sans faire référence à quelqu'un qui était profondément antisémite, pour des raisons très différentes des raisons raciales du national-socialisme, mais qui était quand même très très antisémite. Karl Marx, lui-même l'était, mais il était juif, mais la figure du juif, de l'argent, du juif qui ne travaille pas et qui gagne son argent facilement, et pas à la sueur de son front comme le bon prolétaire de base qui porte des casquettes Gavroche d'ailleurs. Voilà, c'est pour moi, l'histoire ne peut venir que d'une introspection profonde. Alors, et c'est un peu ce que fait, je crois, en tout cas, le Labour britannique sous Keir Starmer, parce que il faut quand même le noter, Keir Starmer n'a pas eu le choix que d'accepter la réintégration de Corbyn. Oui. Par contre, il ne l'a pas réintégré dans le groupe parlementaire du Labour à la Chambre. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc en fait, il subit cette réintégration. Jeremy Corbyn est à nouveau au Labour, mais en tout cas, dans la Chambre des communes, il n'est pas considéré comme député du Labour. D'accord. Très bien. Alors, on va rester en Europe, Pug, pour parler de notre prochain sujet. On va se déplacer, on va partir un petit peu au sud, on part en Grèce. Oui. En Grèce, où un journal grec a fait sa une en comparant le PDG de Pfizer, le laboratoire Pfizer, au docteur Mengele. Alors, je contextualise. Le 9 novembre dernier, le laboratoire Pfizer annonce avec tambours et trompettes le vaccin tant attendu par la planète entière contre le coronavirus. Le lendemain de cette annonce, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir à la une du journal grec, alors Makeleio, le nom du journal, la photo de Joseph Mengele, tristement célèbre docteur tortionnaire du camp d'Auschwitz, à côté de celle d'Albert Bourla, PDG du laboratoire Pfizer. Quelle drôle d'idée de présenter ces deux photos côte à côte. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que M. Bourla est issu d'une famille juive originaire de Thessalonique, de la ville grecque de Thessalonique. Et il faut dire aussi que l'article qui illustrait ces photos avertit ses lecteurs que le PDG juif de Pfizer leur, je cite, planterait l'aiguille en qualifiant le futur vaccin de poison. Un vétérinaire juif plantera l'aiguille, peut-on lire dans cet article. Alors là, Pug, je ne vais pas te demander si tu penses qu'il s'agit d'un cas d'antisémitisme avéré, mais plutôt comment, en 2020, dans un pays a priori civilisé, on peut encore publier des trucs pareils sans même se poser de questions, sans sourciller.
Je sais pas pour toi, mais parfois j'ai l'impression que je passe mon temps à expliquer pourquoi l'eau mouille en fait. Euh, c'est parce que en fait, quand on reprend tout ce que tu viens d'expliquer et qu'on le remet dans un contexte qui n'est plus celui véritablement de 2020, mais qui va être celui de la fin du 19e ou début 20e siècle, bah, il n'y a rien de choquant en fait. Ouais. Et ça me refait penser à quelque chose que j'ai dit, je crois, dans la première ou la deuxième émission qu'on a fait, je crois que c'était la première, où je dis en fait on revient à un antisémitisme pré-Shoah en fait. On revient à Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Pré-Seconde Guerre mondiale. Oui, Euh, pré-Shoah, d'accord. Comme si en fait quelqu'un globalement avait décidé que l'émotion et l'effroi autour de la Shoah avaient vécu et que maintenant, ok, on a suffisamment expié par notre contrition et notre autoflagellation ce qu'on a fait aux Juifs. Cela dit, ce qu'on leur reprochait avant-guerre est quand même quand même assez valide. Et là, on a un exemple flagrant où en fait, on a l'impression effectivement que j'aurais lu ça le 9 novembre 1920 dans un journal grec, j'aurais trouvé ça normal, en fait. Voire même dans un journal français lié à l'Action française ou quelque chose comme ça. Rien de très choquant. Même aux États-Unis à cette époque, 1920 et quelques, c'est la remontée du Ku Klux Klan dans sa deuxième, enfin X version, deuxième grande période du Ku Klux Klan, qui est extrêmement antisémite. Ouais. Donc en fait, voilà, à un siècle d'écart, ben on a l'impression de retrouver nos vieilles habitudes et qu'elles sont très solidement ancrées, quoi. Ouais, alors il faut dire que l'éditeur de ce journal n'en est pas à son coup d'essai, puisque environ un mois plus tôt, cet homme, Stéphanos Chios, il y en a qui portent bien leur nom, avait été condamné à une amende de 2200$ pour un éditorial dans lequel il qualifiait un ancien dirigeant de la communauté juive d'Athènes de, je cite, juif grossier qui dirige une entreprise d'usurier. Alors qu'est-ce qui se passe en Grèce? Est-ce que c'est... je ne sais pas, moi je connais mal la communauté juive de Grèce, mais est-ce que c'est propre et c'est des événements isolés, on va dire, des loups solitaires qui se réveillent, ou est-ce qu'il y a véritablement un problème d'antisémitisme en Grèce? Je dirais, je vais peut-être me faire taper sur les doigts de dire ça, mais je crois que les églises d'Orient, qui ont beaucoup inspiré effectivement la Grèce moderne et finalement les Balkans, le monde slave de manière générale. Les Grecs ne sont pas slaves, mais les Russes et les Ukrainiens sont un petit peu dans la même pensée, on va dire. J'ai le sentiment qu'il y a chez eux pas du tout de remise en cause des questions antisémites à la manière qu'il peut y en avoir dans le catholicisme. Parce que le catholicisme a été, à certains moments donnés de son histoire, très antisémite. On voit bien quand même qu'il y a une évolution. Il y a le Concile de Vatican II qui a changé beaucoup de choses à ce niveau. Des théories comme le Vérus Israël ont été abandonnées à ce moment-là. Il y a quand même... il y a une tendance dans l'Église catholique qui est, qui est positive, elle est peut-être lente au regard de l'histoire, elle est peut-être insuffisante, tout ce qu'on veut, elle existe. Je ne connais pas assez le monde orthodoxe pour en juger, mais je lis quand même beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses ces derniers temps pour me documenter au sujet du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bon, ce que l'on peut lire sur l'antisémitisme arménien est parfois violent. On sait évidemment qu'en Russie, Ukraine et les pays baltes, ça a été le déclenchement de la première Aliyah dans les années 1880 est directement lié aux pogroms russes et ukrainiens, par exemple.
Donc voilà, je me demande si dans le monde orthodoxe, il n'y a pas un problème qui viendrait de... Là aussi, hein, on parle des racines, je dirais, théoriques ou idéologiques d'une société. Est-ce que le monde grec est encore trop, trop sous l'influence d'une église orthodoxe qui ne s'est pas remis en cause sur ce sujet-là? C'est une thèse. J'ai tendance à penser, pour ma part, qu'il y a, entre les Grecs et les Juifs, un vieux compte à régler. Un compte qui est aussi vieux que le conflit entre les Romains et les Juifs, parce qu'en fait, il date à peu près de la même époque. On sait, lorsqu'on s'intéresse à Israël au 1er siècle, que l'hellénisation de la Judée a été quelque chose de très très douloureux pour les Juifs. La création d'un gymnase à Jérusalem, alors les gymnases grecs étaient des endroits où on faisait du sport tout nu. Donc là, dans la vision, vous imaginez donc un gymnase de philosophie grecque où on fait du sport tout nu en plein Jérusalem. S'imaginer à l'époque comment dire, le clergé juif était un petit peu plus violent qu'aujourd'hui. Oui. On imagine que c'était compliqué. Et on sait qu'il y a effectivement eu des antagonismes et des crispations très fortes entre l'hellénisation et le monde juif, parce que le monde hellénique était complètement à l'encontre de tout ce qui pouvait être indiqué dans la loi juive. Donc c'est vraiment un choc là des civilisations qui est énorme, et je pense, on le voit en tout cas dans les textes du Nouveau Testament, on voit qu'entre les Juifs et les Grecs, c'est pas simple. Franchement, c'est et l'apôtre Paul doit à plusieurs reprises indiquer que dans le christianisme, on ne fait plus cette différence entre Juifs et Grecs, ce qui tend à prouver qu'elle est marquée à ce moment-là. Ouais. Est-ce que 2000 ans après, on en est toujours sur ces crispations? Moi, je pense que l'antisémitisme chrétien est le fruit de certaines de ces crispations antiques. Donc, je ne serais pas surpris, en effet, qu'il reste un vieux fond d'antisémitisme. Ouais. Parce que les Israéliens, les crispations, ils les oublient. Hein. Ils remplissent les hôtels grecs tout au long de l'année avec un immense plaisir. Et ils vont... Alors, on a parlé, Pug, du négationnisme tout à l'heure, en tout cas, de Jérémy Corbyn avec cet antisémite qui se rend, enfin, avec un certain antisémitisme, mais qui se rend à des réunions négationnistes. On parle alors de ce journal grec qui fait un parallèle entre un juif et un nazi. Alors, je m'interroge, parce que ces personnes qui assimilent les juifs à des nazis, ne sont-ils pas souvent les mêmes qui nient le génocide et qui nous accusent d'avoir une posture, ou d'être en tout cas dans une posture victimaire ad vitam aeternam? C'est pas les mêmes? Oui, c'est ça qui est absolument désarçonnant avec ce genre d'antisémitisme, et enfin, de manière générale, l'antisémitisme est très désarçonnant intellectuellement, mais effectivement, je suis prêt à mettre ma main au feu que ce monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Chios. Son nom c'est Chios. Ça s'invente pas. Stéphanos Chios. D'ailleurs, on pourrait peut-être lui rappeler que Stéphanos, il doit sans doute son nom au premier martyr chrétien qui était juif, d'ailleurs, soit dit en passant. Ouais. Mais effectivement, je mettrai ma main à couper assez volontairement que ce triste cire, à un moment donné dans sa vie, a dû remettre en cause effectivement la véracité de la Shoah. Et je suis sûr qu'il a minimisé à un moment donné les chiffres. On est et d'un autre côté, on va effectivement essayer. D'un côté, on dit que ça n'a pas existé, ou on minimise, on dit que les chambres de gaz, c'était en fait pour dépouiller les vêtements et les bagages et ainsi de suite, et pas du tout les humains. Et d'un autre côté, on va
et presque, c'est ça qui est assez étrange, c'est que quasiment dans la même phrase, ces personnes-là vont dire mais les Juifs aujourd'hui sont le docteur Mengele. Si Mengele a été un gentil médecin de famille pour les familles juives en villégiature à Auschwitz, pourquoi est-ce qu'il serait un monstre absolu auquel on compare un PDG juif aujourd'hui? Il y a une incohérence et une inconsistance dans les accusations sur les juifs. Si, la seule consistance, c'est l'accusation. Et tout est bon pour les accuser. Donc, quand ils se plaignent de la Shoah n'a pas existé. Quand ils font quelque chose qui est d'une innovation médicale, eh ben, on les compare au docteur Mengele, alors qu'on vient de nier que ça s'est passé. Enfin, on s'en sort plus, quoi. Enfin, mais d'après toi, Pug, est-ce qu'il existe des personnes de bonne foi, pas racistes, en tout cas qui ne se considèrent pas ni comme racistes ni comme antisémites, et qui croient foncièrement qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux, comme disait, je crois que ça s'appelait Darquier de Pellepoix, ou carrément que les chambres à gaz n'ont jamais existé, comme le prétendait ce triste Robert Forisson? Ouais. Pour être tout à fait précis dans ma réponse, je pense que des personnes de bonne foi qui n'ont pas un problème avec l'antisémitisme, avec les juifs, et qui professeraient des opinions comme ça, non, je pense que ça n'existe pas. Tu penses donc que négationniste égale obligatoirement antisémite? Oui, clairement. En tout cas, ce sont des gens qui ont un problème avec les juifs, que ce soit avec les juifs en tant que tels, en tant que peuple, en tant qu'ethnie, en tant que religion, ou en tant qu'État maintenant avec Israël, mais ce sont des gens qui ont un problème avec les juifs. Je ne sais pas comment on peut être de bonne foi et être objectif et professer des choses pareilles. Je l'avais sorti pour l'émission parce que ça, c'est mon petit tas de livres, sur la Shoah. Et encore, je pense que j'en ai oublié, parce que j'ai pris ceux qui me sautaient aux yeux. Là-dedans, il n'y a aucun témoignage. Ce ne sont que des travaux d'historiens. Je ne sais pas comment on peut se dire de bonne foi et clamer que rien de tout ça n'a eu lieu. C'est Laurent VI, j'ai oublié le plus gros, où est-ce qu'il est, que je suis en train de lire. Je ne sais pas comment on peut être de bonne foi, lire tout ça, par exemple, un qui est très difficile à lire à tous les niveaux, les chambres à gaz secrets d'État, par des historiens allemands, et qui est assez ancien d'ailleurs. Quand je dis qu'il est pénible à lire, non pas parce que émotionnellement il serait dur, il est pénible à lire parce qu'il est tellement technique, tellement fouillé, tellement documenté, que c'est compliqué à lire parce qu'on passe son temps à aller dans les références et ainsi de suite. Ce sont des gens qui ont fait un travail monumental pour tout dépouiller, pour tout défricher. Arriver à me dire que tout ceci est une construction complotiste du peuple juif, quelle que soit la raison pour laquelle ils auraient fait ça, il faut être... Non, il faut avoir un problème avec les juifs. Ça, pour moi, c'est une absolue évidence. Il faut aussi avoir un problème avec la vérité, avec la notion même de vérité. Il faut avoir un problème avec l'histoire, il faut avoir un problème... je ne vais pas dire un problème d'intellect, parce que, par exemple, Robert Forisson, que tu as cité, c'était quand même un professeur de lettres. Ah oui. Je ne serais pas professeur de lettres. Vincent Renoir, qui s'acharne à démontrer que, chimiquement parlant, ce n'était pas possible, que l'utilisation du Zyklon B n'était pas possible, en se basant sur le rapport Leffler des années 80, enfin, Leuchter, pardon. Leffler, ça c'est la campagne américaine. Le rapport Leuchter, qui a un rapport ubuesque pour les véritables scientifiques qui s'y penchent. Il y a quand même effectivement des gens qui sont extrêmement intelligents et qui professent ces idées. C'est l'un des grands pièges, je crois, du traitement de l'antisémitisme à l'heure actuelle, c'est de considérer que tous ces gens-là sont des idiots. C'est faux.
Exactement. C'est véritablement faux. Harry Bertheim était médecin, Joseph Mengele était médecin. C'était peut-être des jeunes médecins ambitieux. C'est quand même des gens qui avaient fait une dizaine d'années d'études que moi je serais incapable. Reinhard Heydrich était brillant, à beaucoup d'égards. Bon, il y a une moralité qui lui a un peu fait louper sa carrière, mais sa carrière de marine au départ. Mais c'était quelqu'un de brillant. Albert Speer était quelqu'un de brillant. Et même lorsqu'on prend les antisémites français, Charles Maurras était antisémite, c'est aussi quelqu'un de brillant, qui a une écriture, on aime ou on n'aime pas. Édouard Drummond. Non, je ne crois pas que l'on puisse être de bonne foi, que l'on puisse être un humaniste qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas de choix idéologiques particuliers, et professer des idées négationnistes. Pour moi, à partir du moment où, au minimum, là je serais, on va dire, et j'en ai parlé avec l'auteur d'une page très peu connue malheureusement, qui s'appelle PHDN, et qui lutte contre l'antisémitisme, contre le négationnisme. Et en fait, ce monsieur m'a raconté que lui, il s'est fait avoir en lisant en fait un magazine révisionniste, et extrêmement troublé par ce qu'il a lu, il connaissait rien, extrêmement troublé par ce qu'il a lu, il a interrogé un historien qui lui a démonté en fait l'article point par point, et il en a tellement pris la rage que 20 ans après, il est encore en train de démonter les théories négationnistes. On ne peut se faire avoir par ces thèses que lorsqu'on n'y connaît rien. Et malheureusement, le grand débat, c'est le grand problème actuel. Quand on va sur YouTube et qu'on tape Shoah, 50%, à mon avis, j'ai pas fait une vraie étude, 50% sont des vidéos négationnistes, au minimum révisionnistes, ou qui essayent d'expliquer que finalement, ils l'ont peut-être un peu mérité, quoi. Écoute, Pug. Ça atteint des gens qui n'y connaissent rien, parce que malheureusement, beaucoup de professeurs de l'éducation nationale le disent, l'enseignement de la Shoah aujourd'hui est défaillant. Parce que difficilement enseignable. Oui, et puis il a trop joué sur l'émotion. Et malheureusement, je crois que c'est pas donné à tout le monde que de transformer l'émotion en une prise de conscience et en des décisions idéologiques. Moi j'ai à nouveau regardé la liste de Schindler hier soir. J'ai fini dans un état, je l'ai vu 4 fois ou 5 fois, hein, mais j'ai encore fini dans un état lamentable. Quand je dis lamentable, c'est voilà, hein, j'aurais dû prendre une photo. Et ça, chez moi, ça déclenche des réflexions politiques, des réflexions idéologiques, même spirituelles. Malheureusement, on se rend compte que cet appel à l'émotion ne fonctionne pas, ou même ne fonctionne plus, à beaucoup d'égards. C'est vrai. Eh bien, Puck, c'est sur ce triste et malheureusement inépuisable constat qu'on va terminer notre numéro du mois de 50 nuances d'antisémitisme. Merci. Merci de nous avoir encore une fois éclairés sur ce sujet si obsessionnel pour certains que ça en devient parfois presque comique. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau 50 nuances d'antisémitisme, parce que tant que les antisémites turbineront, nous on sera là pour veiller et dénoncer. Il va falloir qu'on devienne aussi obsessionnel qu'eux. J'en ai bien l'impression. En tout cas, le cas grec, je vais veiller, je vais regarder, je vais chercher, parce que là, ça me paraît. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-bas qu'on n'a pas regardé depuis longtemps. Merci Pug, merci pour ce moment. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec toi. À très vite. Merci à vous, tandémistes, de nous suivre toujours plus nombreux. Et puis en attendant que Monsieur Burla, le juif grec PDG de Pfizer, veuille bien nous envoyer ses doses de vaccin, sortez toujours masqués, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Tandem 2.0. Au revoir Pug, au revoir à tous. Merci.